La profession dans 10 ans, pour moi, c'est toujours garant de l'information financière. La définition sera la même. On sera certainement pas dans le même bac à sable, mais cette définition restera la même. Et donc pour arriver à cet environnement dans 10 ans, il faut absolument être au top de l'actualité. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, facturation électronique, c'est pas parce qu'il y a un report qu'il faut s'arrêter. Parce que non, il faut être au top de l'innovation telle qu'elle est aujourd'hui et non pas de subir. Il faut y aller, il faut être au top tout le temps. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables pour mieux vivre l'expertise comptable. Et aujourd'hui, oui, comme d'habitude, un épisode qui s'annonce exceptionnel, un épisode qu'on tourne au retour des vacances. Donc, autant vous dire que vous allez prendre une vague d'énergie folle, une vague d'optimisme fou, une vague de bonheur, puisque c'est ce qu'on veut partager aujourd'hui avec mon invité Cyril Degrillard. Une joie immense de t'avoir au micro. J'ai envie de te présenter, mais je ne saurais même pas par quel bout m'y prendre. Donc, écoute, Cyril, je vais te laisser la main et te laisser te présenter. Salut et merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Alexis, merci beaucoup tout d'abord en préambule de m'avoir invité. Je suis très content d'être à ton micro. Ça fait vraiment plaisir. On se connaît depuis quelques années maintenant. Peut-être qu'on va en parler pendant cet épisode. On a déjà vécu quelques histoires depuis ces dernières années. Donc, je suis super content de passer ce moment-là avec toi. Je sais d'ores et déjà que l'objectif sera atteint, qu'on va passer un bon moment, qu'on va véhiculer plein de bonne énergie, parce que je sais que tous les deux, on est vraiment vecteurs de ça. Et c'est peut-être le premier conseil d'ailleurs. Je crois qu'on va parler de ce genre de sujet. Eh bien, cette énergie qu'on véhicule au quotidien, ce personal branding qu'on a tous les deux, qui est essentiel et qui donne justement l'envie, pourquoi pas, de continuer dans notre métier. Alors, je crois que tu m'as posé une question et ouais, je suis d'accord, c'est pas évident de me présenter, même moi, je sais pas trop, mais du coup, je vais me présenter peut-être simplement en disant que je m'appelle Cyril. Mon métier, c'est expert comptable. Et en fait, mon métier se décompose en 3 tiers. Un premier tiers qui est le métier d'un expert comptable traditionnel, où je fais des missions traditionnelles d'expertise comptable. J'ai une équipe avec 3 collaborateurs que j'aime beaucoup. Et je le dis tout de suite, on en reparlera peut-être aussi. Et qu'on salue. Et qu'on salue, clairement. On leur fait un gros coucou parce que c'est clairement grâce à eux que les 2 autres tiers sont possibles. Et je tiens vraiment à le dire. Dans ce premier tiers d'expertise comptable, on a quelques spécialités. Une spécialité dans l'e-commerce, tout d'abord, parce que avec un lien assez fort avec la data. Un deuxième lien qui est les filiales françaises de groupes européens, parce qu'on aime beaucoup ça aussi. Et j'aime beaucoup dire qu'en tant que tout petit cabinet, il est possible de parler anglais quasiment tous les jours. Et ça, c'est un message important que j'aime porter aussi. Et puis un troisième pan, qui est les associations. Les associations, puisque j'ai une vie en dehors de mon cabinet et une vie associative qui est assez forte. Et donc, assez naturellement, j'ai pu développer un réseau associatif. Donc ça, c'est sur le premier tiers de mon temps, qui m'occupe déjà plutôt pas mal, on va dire, entre 2 et 3 jours par semaine. Un deuxième tiers de mon activité, qui est une activité de formateur et de conférencier. Alors, formateur à la fois pour la profession comptable. Je travaille notamment au sein du CFPC. Le CFPC, c'est l'institution nationale pour la formation de la profession comptable. Et puis, forcément, je travaille ensuite dans beaucoup de régions de France. Je me balade beaucoup dans le cadre professionnel pour aller animer ces formations. Je suis aussi pas mal investi pour les stagiaires du DEC. J'anime pas mal de formations pour les stagiaires du DEC. Parce que quand on est stagiaire DEC, quand on fait ces 3 ans de stage, il y a des formations à suivre. Et j'anime à peu près toutes les formations pour le stage, et particulièrement celles sur la communication pendant les 3 ans. Et puis au niveau conférencier, je me balade aussi pas mal sur tous les sujets en lien avec l'avenir de la profession. L'avenir de la profession est de se dire, mon message entre guillemets type, c'est de se dire que la profession a un avenir formidable
et bien de le prouver, de l'expliquer par le biais du digital, par le biais des soft skills, par le biais des nouveautés qu'on peut avoir dans notre profession. Avant l'enregistrement, on parlait de la facturation électronique, qui est un super sujet, peut-être on en reparlera tout à l'heure, mais clairement, c'est un sujet toujours d'actualité. Peu importe quand l'épisode sera diffusé, ce sera sûrement un sujet d'actualité. Enfin, j'espère que tu vas le diffuser avant 2027 en tout cas. Je pense. Laisse-moi voir. Ouais, ce sera avant 2027. T'as raison, on en reparlera parce que c'est un sujet en fait d'actualité, peu importe l'entrée en vigueur puisque c'est structurel pour les cabinets. Évidemment. J'ai envie de dire, il fallait déjà depuis quelques mois se lancer dedans. Ça donne juste le délai supplémentaire pour ceux qui ont finalement pas encore trop commencé, et bien pour commencer tout de suite. Ce délai-là, il est utile pour cela. Donc les conférences, je travaille pas mal sur ces sujets-là. Et puis un pan aussi dans ces formations qui est le coaching pour le mémoire du DEC, où je m'investis pas mal aussi pour les mémorialistes, les futurs experts comptables, les futurs confrères. J'aime bien dire que je ne suis pas le prof et ce ne sont pas les élèves, ce sont juste un expert comptable et un futur expert comptable qui échangent ensemble sur ce projet du mémoire. Donc c'est un sujet qui me passionne. J'aime beaucoup. Alors je baroude pas mal aussi, notamment via une association qui s'appelle l'Annex, qui est une très belle association des futurs experts comptables de France. Ils me font confiance dans beaucoup de régions aussi, et j'anime dans beaucoup de régions. Je rencontre plein de gens et c'est vraiment vraiment super. Et puis un troisième tiers dans mes semaines qui sont au niveau des institutions. Au niveau des institutions, alors notamment le CFPC, qui est une institution évidemment en lien avec la formation. Un autre projet que j'aime beaucoup qui s'appelle le Lab 50, qui est l'observatoire du futur de la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Et l'objectif, c'est de se dire à quoi va ressembler l'expert comptable et le commissaire aux comptes dans les prochaines années. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long dans, dans ma présentation des 3 tiers. Je pense que pour bien comprendre le contexte de l'épisode, parce que j'ai même pas encore donné le thème de l'épisode, mais c'est important de comprendre que tu connais bien la profession, quoi. Oui, ça va, effectivement. J'ai vu passer un post, il me semble récemment. Ça fait combien de temps que tu as créé le cabinet, du coup? Et oui, ça fait tout juste 10 ans. J'ai 10 ans. C'était le début, c'était les premiers mots de ce poste-là, effectivement. J'ai créé en mai 2013 mon cabinet expertise comptable avec 10 ans d'aventure incroyable. Depuis 10 ans dans lesquels il y a eu quelques changements en plus dans l'organisation, il y a eu quelques changements dans la profession, dans les logiciels, dans les demandes des clients, dans les demandes des équipes. Donc, tu as vraiment un œil très, très expert sur tous ces sujets. Et du coup, pour aborder le thème qu'on va faire ensemble aujourd'hui, qui est, mais tu l'as un peu évoqué dans ta présentation, qui est l'attractivité de la profession. C'est un thème qui nous concerne tous. Et comment faire de ce métier le plus beau métier du monde. Comment attirer en fait des gens et comment fidéliser des gens et comment faire briller en fait cette profession par rapport à tout ce que tu as pu voir, tout ce que tu mets en place. Et peut-être qu'on abordera aussi le sujet de la gestion du temps parce que on verra, parce que mine de rien, avec l'emploi du temps que tu viens de nous décrire, je pense que tu as deux, trois actions à nous partager qui pourront être utiles au plus grand nombre. Quel beau programme. Le programme te convient ? Bon, avec grand plaisir. Avec toi, Alexis, on pourrait parler de n'importe quoi. On pourrait même parler de mes vacances. Ça me ferait grand plaisir. Et écoute, on va commencer par tes vacances. Non, je déconne. On se le fera offline. Bien qu'on pourrait, je suis sûr que ce serait intéressant et que ça aurait un lien. On pourrait le recadrer par rapport à l'attractivité parce que déjà, ça veut dire qu'on peut être expert comptable. On peut avoir un emploi du temps qui est, chargé. Et quand même s'accorder 3 semaines pour prendre du recul, souffler, et parce que ça reste une profession intellectuelle et qu'il y a besoin de prendre du recul. Il y a besoin de souffler et pour garder un peu une forme de créativité, puisqu'il y a une forme de créativité dans le métier. Oh oui. Et ça fait partie de l'attractivité. Et exactement. Et peut-être qu'on peut partir sur un point que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure dans ma présentation. C'est peut-être le point le plus important dans l'attractivité, c'est d'aimer les gens. Et tous les deux, c'est ce qui nous lie vraiment tous les deux, d'aimer les gens. Et je le dis assez souvent dans les conférences, dans les podcasts, etc. C'est que c'est important d'aimer les gens, quelle que soit son origine, quel que soit son âge, quel que soit son genre, quel que soit d'où il vient, quelles que soient les études qu'il a fait. Et j'ai vraiment cet état d'esprit-là, et j'aime avoir cet état d'esprit-là. Ça me fait grand plaisir d'avoir cet état d'esprit-là, de me dire que je vais apprendre de tout le monde. Et peu importe
qui est la personne au départ. Alors, qui est la personne, ça m'intéresse énormément, hein, évidemment. mais, mais, peu, mais peu importe d'où elle est, qu'est-ce qu'elle a fait avant, eh bien, je me dis, bah, c'est sûr, je vais apprendre un truc de cette personne. Ouais. Ça me rappelle notamment la toute première fois qu'on s'est rencontrés, tu vois. Je pense que c'est un bon exemple. On a une amie en commun, qui est Elsa, qui est une personne extraordinaire. Quand elle m'a dit ah bah tiens, je vais te faire rencontrer un mec qui s'appelle Alexis, je dis bah ouais, je vois vaguement qui c'est. Je le vois sur les réseaux. Il y avait déjà les réseaux sociaux à l'époque, hein, je tiens Oui, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais les réseaux existaient déjà. les réseaux sociaux existaient déjà, moins qu'aujourd'hui, mais ils existaient déjà. Et évidemment, trop bien, on va pouvoir échanger. J'avais aussi cette impression qu'on allait avoir un mindset, un état d'esprit assez similaire. Et puis bah voilà, on partage, on apprend de tout le monde. Et puis bah quelques années plus tard et de nombreuses aventures plus tard, on se retrouve là à échanger autour de ton podcast et c'est vraiment trop bien. Et c'est peut-être ça le premier conseil, c'est vraiment de s'ouvrir, que les personnes soient experts comptables, qu'elles soient collaborateurs, qu'elles soient entrepreneurs au sens large. Eh bien, c'est peut-être une des plus grandes qualités qu'on peut avoir, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit. On peut apprendre de ses clients, on peut apprendre de ses collaborateurs, on peut apprendre des étudiants. Moi, j'apprends énormément de choses quand je pars à l'université pour enseigner aux étudiants en licence. Eh bien, j'apprends énormément de choses sur la réalité, sur ce qui se passe, et c'est hyper intéressant. Et la seule chose à faire, c'est d'être ouvert et de se dire bah voilà, je ne suis pas le grand Manitou, je ne suis pas le grand chef, je suis pas le grand patron, je suis juste une personne qui est là pour échanger, pour communiquer, pour donner des choses, évidemment, hein. Je suis évidemment là pour donner aussi moi des informations et acculturer sur des sujets, mais en même temps, je sais que je vais apprendre énormément de choses. Tu vois, moi, je relève ça par rapport, tu l'as dit, et je vais insister dessus parce que c'est un point clé de l'attractivité. Et pour moi, pour que ce soit plus compréhensible quasiment de tout le monde, je le vois comme une notion de curiosité. Tu vois, c'est moins engageant d'une certaine manière parce qu'aimer tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. Parfois, on choisit de rentrer dans la voie pour, tu vois, on peut être un peu renfermé, mais en fait, c'est une question de curiosité et on apprend forcément de quelqu'un qu'on a en face. Forcément, le client, il a son organisation, il a ses sujets, il a sa vision, il a son expertise. On peut apprendre de lui, on doit apprendre de lui si on veut aller vers le conseil. Nécessairement, tout le monde peut apprendre de tout le monde. Et c'est pour ça que moi, je le mets plutôt d'un côté curiosité. Et la curiosité de la profession, déjà permet de grandir au sein de la profession, au sein du cabinet, et faire rayonner, quoi. Tu pointes du doigt quelque chose qui est essentiel. C'est que parler avec des gens, c'est pas forcément être charismatique. Et c'est exactement ce que tu dis avec le terme de curiosité quelque part. Il faut juste avoir envie. On n'est pas obligé d'être la personne qui est au centre de l'attention, au centre de la table, un dîner pendant 1 heure pour échanger avec des gens. Non, c'est juste se dire, on va parler, on va être curieux, on va avoir envie de savoir. Et donc voilà, petite précision par rapport à ça. J'aime beaucoup cette notion-là et cette précision-là de curiosité. Et je lui remets encore une petite brique sur on n'est pas obligé d'être charismatique. On peut être leader et on n'est pas forcément charismatique quand on est un leader. C'est pas obligatoire et c'est important. Si je te fais le parallèle, tu vois, souvent, je vais faire un parallèle en 2 secondes, mais je sais pas où je vais partir. Mais on parle de la vente, tu vois. Un vendeur, souvent, on peut entendre qu'un vendeur, c'est quelqu'un qui a du bagou, c'est quelqu'un qui va savoir parler, qui va savoir enjoliver les choses, qui est potentiellement charismatique, etc. Alors, je sais que dans la profession, c'est le mot vente n'est pas quelque chose qui est encore bien vu et qui, petit à petit, déjà, on n'est pas formé dans la vente dans tout le cursus, donc forcément, c'est pas quelque chose de naturel. Mais le lien, il est pareil. La réalité, c'est qu'un bon vendeur, les meilleurs vendeurs, ils parlent pas. Ils posent que des questions. Dans un rendez-vous, dans un entretien commercial, c'est même pas du 80-20, c'est du 90-10 et c'est le prospect ou le client. La logique est la même dans le coaching. Ça va être la même chose dans l'accompagnement. Ça va être la même chose. C'est du 90-10, 90% du temps. C'est la personne qu'on a en face qui parle. Et l'objectif, du coup, de la curiosité, c'est de poser des questions et c'est pas forcément quelqu'un qui est charismatique, c'est pas forcément quelqu'un qui a du bagou parce que la question, on peut même la donner maintenant, je peux la donner tout de suite, c'est pourquoi, c'est un mot. Et pourquoi t'as fait ça et pourquoi tu veux aller là et pourquoi, et il y a 5 pourquoi et puis au bout des 5 pourquoi, on creuse et on voit où on y va.
Mais complètement, complètement. Et j'allais rebondir en disant et des questions ouvertes. Oui, des questions ouvertes, exactement. Mais c'est important de le préciser. Et C'est oui, important de le préciser. oui, oui, complètement. Il y a un autre truc que tu as dit aussi, je me prends un peu pour l'animateur là, mais c'est pas grave. Il y a un autre truc Vas-y, que de tu as toute dit, façon, mon cher Alexis, mon on est dans cher une conversation aujourd'hui. il y a un autre truc que tu as dit, c'est on peut pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est un point justement dont j'aimerais parler. C'est la curiosité, c'est pas que avec des personnes avec qui on a un sens commun tout le temps. Et je vais même aller encore plus loin, c'est que c'est intéressant aussi de s'intéresser aux haters. Alors, je sais pas si toi, du coup, Alexis, tu as des haters déjà ou Je suis un petit peu, bien sûr. tu peux, hein, voilà. À partir du moment où tu acceptes de t'exposer, tu sais que ton message ne peut pas plaire à tout le monde. Et si tu veux qu'en plus ça marche, si tu veux être sincère et authentique dans ta prise de parole, ton message ne pourra pas plaire à tout le monde. Complètement. Complètement, et voire même des personnes qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues, qui vont par opportunisme ou jalousie ou je ne sais quoi, vont chercher justement à se mettre la lumière sur eux par rapport à quelque chose que je n'aurais pas fait ou que je n'aurais pas dit, etc. Et sur le coup, tu dis mais c'est incroyable ce genre de gens qui ne peuvent vivre que par l'intermédiaire d'autres personnes. Moi, c'est aussi mon credo dans la vie, c'est d'avancer sans jamais écraser quelqu'un, sans jamais être contre une personne. Si je réussis, c'est parce que j'y ai mis du travail, parce que j'y ai mis de la coopération, que j'y ai mis de la bienveillance. Jamais, jamais de la vie, j'ai envie de réussir un truc parce que j'ai écrasé quelqu'un, parce que j'ai balancé une saloperie sur quelqu'un. Jamais de la vie en fait. Je me dis mais ces gens qui font ça, enfin c'est au-delà en fait c'est au-delà de ma compréhension. Je me dis mais c'est les gens qui font ça, mais comment après ils apprécient faire le travail qu'ils font quoi. Tu as commencé l'entretien d'aujourd'hui en parlant d'énergie. À partir du moment où tu donnes de l'énergie aux gens, à partir du moment où tu sais que c'est ce qui te motive, enfin c'est pas ce qui te motive, mais c'est ton moteur. Voilà, c'est ce qui t'anime. Si tu commences, à partir du moment où tu vas commencer à avoir une énergie négative ou à parler en mal ou à perdre du temps à se dire tiens un tel il a pensé ça, un tel il a dit ça, t'as vu tel poste, t'as vu comment il a fait, t'as vu où il est, sans même parler du fait de nourrir une espèce de jalousie qui n'a pas de sens ou un ego qui n'aurait pas de sens. Quelle perte de temps et quelle perte d'attractivité. Tiens, parce que je recoupe avec le sujet du jour, mais parler mal d'un confrère, parler mal de quelqu'un qui fait ou prendre le temps de penser à parler mal de quelqu'un qui fait quelque chose pour faire grandir la profession au sens large, puisque on est tous dans le même bateau à ce moment-là. L'attractivité, elle est là. Le sujet de l'attractivité, il est sur toutes les lèvres parce que, comme de nombreuses professions, mais c'est très vrai dans l'expertise comptable, c'est très dur de recruter des talents. C'est très dur de garder des talents. Alors, c'est lié à plein de sujets, évidemment. Mais déjà, le fait de garder une bonne énergie et l'optimisme et un message clair et positif auprès de tout le monde, c'est déjà un pas en avant pour tous, quoi. Complètement, complètement. Et en même temps, c'est du travail de faire ça. C'est-à-dire que euh, en fait, on n'a pas toujours des messages positifs, tu vois. Évidemment, on n'a pas toujours des bonnes énergies qui nous arrivent, etc. Et c'est un travail aussi de se dire, bah non, en fait, là, je vais garder une énergie positive par rapport à ça. Il faut le faire activement, j'ai envie de dire. Et comment tu le fais alors? Parce que c'est vrai que ça peut t'arriver, quoi. Dans la journée, t'as des mauvaises nouvelles, t'as des trucs qui te sortent, t'as peut-être un coup de, comme ça. Dis, comment tu fais? Déjà, j'absorbe le truc. Je ressens, tu vois, cette négativité aiguë qui ressort de certaines personnes, de certains comportements. Je me dis, mais bon, sur le coup, je suis peut-être pas bien. Et puis, je me dis, attends, c'est pas possible, tu peux pas te laisser emporter par ce type d'énergie. Et puis, tu vois, je me dis souvent, mais si toi, tu le prends pas bien, ou si toi, t'avances pas, qui va le faire? Tu vois, ça peut arriver, on a un client, il y a un truc, il y a un sujet, ça rallouille sur un truc, on sait pas trop pourquoi, mais bon, ça rallouille. Il y a un mec qui commence à râler sur je sais pas quoi sur les réseaux sociaux. Je dis mais ok. Mais je dis mais au final, si moi personnellement, je vais pas ramener la bonne énergie, qui va le faire? Et tu vois, quelque part, je me porte le garant de ça au quotidien, que ce soit alors dans la vie perso, mais aussi dans la vie pro, avec mes équipes, avec mes collaborateurs, avec mes clients. C'est mon vrai rôle, ça, tu vois. C'est mon vrai rôle de me dire, je suis ce messager qui va
tempérer, qui va apporter, retransformer cette énergie un peu étonnante. Cette personne, elle parle, bon, bah, c'est peut-être qu'elle a un problème, c'est peut-être qu'il se passe quelque chose, etc. Il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. Et donc, on va comprendre, on va avancer, on va structurer pour aller et retourner dans l'énergie positive. Un des trucs que j'avais pas dit par rapport à mon cabinet, c'est on est un peu le monde des bisounours dans mon cabinet, hein, et le chef des bisounours est en face de toi. C'est que moi, les deux valeurs que je veux toujours porter, c'est le travail et la bienveillance. Et c'est obligatoire. C'est obligé. Entre les équipes en interne, évidemment, mais aussi avec les clients au quotidien et aussi avec les partenaires avec qui on travaille. D'ailleurs, nota bene, tu vois, les partenaires, tu vois, je pourrais dire mes fournisseurs qui me balancent des factures. Bah non, ce sont mes partenaires avec qui je travaille. Les partenaires, notamment, j'ai une prestataire de paye. Tu vois, je ne suis pas du tout spécialisé dans la paye. Au cabinet, on a quelques compétences via l'équipe. Et clairement, on a besoin d'une prestataire très qualifiée. Eh bien, c'est clairement ma partenaire. Et j'adore bosser avec elle. Et je la considère absolument pas comme une fournisseur lambda. Et tout ça, ça fait partie aussi du sens d'aimer les gens au quotidien pour ce qu'ils font, pour le travail qu'ils font, pour les prestations qu'ils réalisent, etc. Non, mais tu vois, je voulais rebondir sur la bienveillance parce que je pense que tu es l'une des rares personnes avec qui je peux discuter qui pourrait exprimer comment tu incarnes la bienveillance, comment elle s'incarne chez toi. Et j'aimerais que tu me la définisses un peu, tu vois, ce que c'est la bienveillance, pour pas que ce soit le mot bienveillance mis en ligne sur tous les sites internet de cabinet, parce que aujourd'hui, si t'es pas bienveillant, ou si tu marques pas que dans les valeurs de ta boîte, t'es bienveillant, tu vas avoir personne qui va venir chez toi, tu vois. Et je trouve que c'est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui en termes de valeurs, alors que toi, tu l'incarnes. Comment tu la transmets, cette bienveillance, chez toi? Avant de répondre, petite anecdote, ça m'arrive souvent de parler aux confrères, d'échanger avec les confrères qui disent: «Ah tiens, donne-moi des conseils, du coup, pour être meilleur», et cetera. Donc évidemment, arrive le sujet de la bienveillance et puis: «Bon, bah, du coup, quelles actions, il faut que je fasse?» Je sais pas, déjà prévois peut-être un dîner pour échanger. Ah oui, bah d'accord, je vais faire un dîner, machin. Je dis: «Oui, mais non, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est pas, je fais un dîner et puis après il se passe rien». C'est, la bienveillance, c'est un ensemble. La bienveillance, c'est au quotidien, du moment où on se lève, jusqu'au moment où on se couche. La bienveillance, c'est un état d'esprit que l'on ressent au plus profond et à l'intérieur de soi. La bienveillance, c'est pas une action. La bienveillance, c'est pas amener le café ou faire un dîner ou faire une sortie, ou etc. Ça en fait partie. Ça en fait partie, bien sûr. Mais ce n'est pas, c'est pas ça la bienveillance. La bienveillance, c'est un état d'être. C'est une émotion, la bienveillance. Et donc du coup, je pense si je devais définir cette notion de bienveillance, c'est justement cette notion d'écoute totale, cette notion de non-jugement qui est essentielle, et de se dire, bah voilà, si même si je reçois quelque chose de négatif, bah, c'est bon, pas de jugement par rapport à ça. C'est pas parce que la personne n'est pas d'accord avec moi que c'est un con ou que c'est une conne. Non, elle est pas d'accord avec moi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? La personne balance une fake news sur moi. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi son intérêt de faire ça? Et du coup, même si, bon, oui, sur le coup, évidemment, je dis, mais ah, c'est qui ce con ou c'est qui cette conne? Et évidemment, Tu restes un être humain. Tu es un bisounours humain. c'est un bisounours chinois, exactement. Mais au final, de me dire, mais c'est quoi le truc qui est derrière? C'est quoi ce qui s'est passé? Et puis, bah, bien souvent, évidemment, c'est pas l'auteur de la fake news qui va m'appeler pour me dire j'ai balancé une saloperie sur toi. Donc du coup, c'est quelqu'un qui va me la balancer, et donc qui va me le dire, bah tiens Cyril, fais gaffe, il y a quelqu'un qui a balancé une fake news sur toi. Ah bon? Et bon, du coup, évidemment, je suis énervé, mais je veux pas être énervé sur la personne qui vient de me le dire, parce que du coup, elle vient de me le dire, donc du coup, enfin voilà. Donc c'est tous ces éléments-là, c'est de prendre le maximum de recul possible, d'être dans l'écoute la plus totale possible, et peut-être cette notion de non-jugement, qui est peut-être une bonne définition de la bienveillance. Donc la bienveillance pour toi, c'est l'écoute et le non-jugement. Le non-jugement dans tout ce que tu viens de dire, c'est quand même super important. Le recul, ok, tu prends ce qu'on te dit et tu ne juges pas. Complètement. J'aimerais le recouper avec quelque chose tant souvent au cabinet, et j'ai eu la conversation cet été justement avec un expert comptable américain, tu vois, sur la vision du côté bienveillance, ça colle, tu vois, le côté en cabinet quand le client il te donne pas les pièces. Tu vois ce moment, là tu es dans le jugement, tu vois, tu te dis mais pourquoi il me donne pas les pièces? Enfin, d'abord, la vérité c'est qu'entre nous, tu dis pas pourquoi il me donne pas les pièces. Tu dis
il me donne pas les pièces, ça m'emmerde, je peux pas gérer mon dossier, etc. Et ils ont le même problème. Tout le monde a le même problème. T'échanges souvent à l'international aussi, tu vois, tout le monde a le même problème. C'est ce qui est incroyable avec cette profession, c'est que où que j'échange en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, c'est les mêmes sujets. La construction du métier, c'est la même. Et il m'expliquait que justement, il a activé avec ses équipes un truc qui fait que personne, en termes de bienveillance, c'est que tu ne vas pas juger ton client sur pourquoi il me donne pas les pièces, etc. Mais plutôt pourquoi il me donne pas les pièces. Tu vois, les mots qui sont dits, les mots ont leur importance au sein des cabinets, parce que si tu commences à être merde, il me donne pas les pièces, il est chiant ce client, il me donne pas, tu vois, et en fait tu crées une boucle négative. Et dans la bienveillance, il m'expliquait que justement maintenant systématiquement ses équipes et lui se posent la question de dire mais pourquoi il me donne pas les pièces, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il me donne les pièces, quelle est sa situation qui fait qu'il me donne pas les pièces à ce moment-là, quoi. Mais complètement. Ce qui colle avec la bienveillance, donc c'était pour être un peu concret, en plus avec un cas client que tout le monde connaît dans les cabinets, puisque les clients donnent pas les pièces, c'est normal, c'est notre rôle à nous en tant qu'entrepreneur client d'embêter le cabinet en ne lui donnant pas les pièces, comme tout le monde le sait. Mais quelles sont tes sources d'inspiration, du coup Parce que du coup, alors ça rebondit, tu vois, ça rebondit par rapport à ça. On a un petit peu préparé l'épisode quand même, un minimum, et du coup, on s'est dit tiens, à un moment, ce serait intéressant de parler des sources d'inspiration. Et comme ça colle vachement là, je pense que c'est intéressant d'en parler maintenant. Ça me fait penser à 2 bouquins que j'ai lus, il y a assez récemment. J'ai le titre en anglais, je sais pas s'il est traduit en français. Ça s'appelle Good Leaders Ask Great Questions. Et en fait, ça permet justement de réfléchir justement à l'art du questionnement par rapport à l'art d'être leader. Ah oui, c'est John C. Maxwell. De toute façon, on le mettra évidemment les références ci-dessous. Top, c'est un bouquin vraiment que j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Ça donne vraiment ce lien de comment on peut faire pour être leader sans être forcément une star de l'éloquence, tu vois, par le prisme justement de la question. Du coup, ça rejoint vachement ce que tu disais. Et un autre bouquin, alors que je suis en train de lire, je serais pas encore capable de juger de la pertinence énorme de ce livre, mais pour l'instant, je trouve qu'il est bien. C'est Start with Why. De Simon Sinek. Voilà, bon bah voilà, très bien, super. J'allais chercher le nom de l'auteur, donc merci de l'avoir cherché pour moi. Et que je suis en train de lire. Qui existe. Alors celui-là, pour le coup, il a été traduit en français, c'est sûr. C'est un livre à l'américaine, mais qui est fondamental pour comprendre le pourquoi en fait tu fais ta boîte, pourquoi tu fais quelque chose. Dans la continuité de ça, avant de le lire, même je peux recommander en fait avant de le lire, de regarder la vidéo du TED Talk de Simon Sinek, où il explique en fait le Golden Circle, notamment du pourquoi il faut commencer par le why, qui est super intéressant. Dans un cabinet d'expertise comptable, il y a un why. Tous les experts comptables ne font pas ce métier pour la même raison, et il y a vraiment ce sujet de savoir pourquoi, quel est le drive en fait de la personne qui a voulu monter sa société, même si c'est un cabinet d'expertise comptable, et t'en as un très bon exemple le métier traditionnel, et pourtant il n'y a pas que ça. Ton why, il est différent. Oui, complètement. Complètement. Et puis, il y a faire le métier traditionnel et la manière de faire le métier traditionnel. Et je pense que c'est ça aussi qui apporte, entre guillemets, l'attractivité par rapport à mon cabinet. Aujourd'hui, je suis pas spécialement dans un process de recrutement. Je l'ai jamais vraiment été. C'est pas dans mon état d'esprit d'avoir plein de collaborateurs. Alors, j'ai eu une phase à un moment où je me dis, ouais, le nombre de collaborateurs est en lien avec la réussite de mon cabinet. T'as eu cette phase quand à peu près dans la création? C'est 2013, 2016, 2017. Et là, je me suis dit, allez, plus tu as de collaborateurs, plus tu réussis. Et puis, donc, on est arrivé à 10 collaborateurs. Et en 2017, je dis, non, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre parce que plus tu as de collaborateurs, moins c'est facile d'avoir la qualité que tu veux vraiment dans ton cabinet d'expertise comptable. Et donc, on est passé de 10 à 4. Tu vois, et aujourd'hui, on est 4. On est resté depuis 2017 dans cette philosophie-là. Et tu vois, l'idée, c'est que quand on est 4, c'est beaucoup plus facile de choisir ses clients. Et ça, je pense que c'est essentiel pour l'attractivité de mon équipe, de se dire, en fait, les clients, on les choisit. Les clients qui sont pénibles, on n'en veut pas. Les clients, justement, comme tu disais tout à l'heure, qui tardent pour donner des pièces, on n'en veut pas. On veut que des clients avec qui on va pouvoir aller plus loin à chaque fois. Et donc, donner les pièces, c'est l'étape 0, en fait. C'est l'étape 0 d'une collaboration entre un cabinet d'expertise comptable et un client. Donc, si déjà, l'étape 0, c'est compliqué, je dis pas évidemment que des fois il manque des pièces. Non, évidemment, je caricature un tout petit peu, évidemment. Mais celui qui, attends, ça fait 6 mois qu'on te demande tes pièces, merde. Tu vois, non, ça existe pas. Ça existe plus chez nous. Parce que, voilà, moins de collaborateurs, moins de clients,
et on choisit à fond le truc. Et tu vois, les 3 axes dont je parlais tout à l'heure de mon cabinet, c'est des axes qui sont choisis. C'est des axes qui nous intéressent tous et c'est des axes où on va avoir plein d'innovations, plein de nouvelles choses à voir, etc. C'est ces 3 axes qui sont pas du tout plan-plan, hein, clairement. Et donc, et qui nécessitent justement de se former, d'aller plus loin à chaque fois, de se poser plein de questions, etc. Donc ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et donc ça, c'est peut-être aussi un lien indirect quelque part avec l'attractivité. C'est peut-être de décorréler le nombre de collaborateurs avec la réussite de son cabinet d'expertise comptable. Qu'est-ce qui a été le déclic chez toi qui tu t'es dit, ok, je suis plus à la course au collab, quoi. C'est pas moi qui est la plus grosse, si je veux être un peu trivial. Non, ça c'est sûr. En fait, ce qui m'a fait un déclic, c'est que je passais beaucoup trop de temps à gérer l'intérieur de mon propre cabinet et les susceptibilités entre guillemets à l'intérieur de mon propre cabinet. Et là, je dis mais attends, moi j'ai envie de faire d'autres choses en fait. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de pousser, j'ai envie d'être hyper agile, j'ai envie de développer des nouvelles choses, j'ai envie d'avoir plein de nouveaux projets, j'ai envie de structurer plein de nouveaux trucs. Et donc, si on passe énormément de temps à gérer les petites problématiques de A avec B, de B avec Z, et ça, non, c'est pas possible. Et donc, du coup, ça a été un véritable choix qui a pas été simple, hein. Tu vois, je le dis comme ça, mais au départ, ça a pas été simple de me dire, en fait, non, le nombre de collaborateurs n'est pas un indicateur de réussite pour mon cabinet. C'est pas facile, en fait, quand tu es dans le mood et que tu dis, allez, plus un, plus un, plus un, plus un, et tu dis, bah, en fait, non, c'est pas facile. C'est pas facile de faire ce choix, mais vraiment, et avec un recul aujourd'hui de quelques années, c'est peut-être la meilleure décision que j'ai fait de mes 10 ans dans ce cabinet d'expertise comptable. Et aujourd'hui, j'en suis très heureux. J'ai plein de projets qui sont dans et en dehors de la profession et j'en suis hyper heureux par rapport à ça. Outre l'ego d'avoir et de pouvoir dire lors de diverses réunions, j'ai X personnes dans mon équipe et du coup c'est moi le boss, qui est quand même à mon avis un ego trip plus qu'autre chose. Au bout d'un moment, t'as mine de rien un truc financier. Tu vois, le modèle économique du cabinet, c'est allez, je grossis le trait, mais plus t'as de personnes, plus ça veut dire que chaque personne fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, hein, dans la tête de chacun quand on pose la question, entre 80 et 120 000. Hein, voilà, on peut parler argent. Donc ça veut dire que lorsque tu fais ce choix, tu acceptes de réduire ta REM. Comment tu le vis? Désolé, mon cher Alexis, mais je vais contrer ce que tu viens de dire. C'est que je suis beaucoup plus rentable avec ma petite équipe qu'avec 10 personnes. Pourquoi? Parce que alors pour plusieurs raisons. C'est que, déjà je choisis plus mes clients et notamment dans le choix des clients, c'est je vais pas accepter n'importe quel client parce que, ouh là là, mince, il y a quelqu'un qui est pas occupé à 100 donc il me faut des nouveaux clients, donc je prends n'importe quoi et donc tant pis, je brade mes prix parce que je vais être le premier et je vais être meilleur que l'autre qui fait des prix n'importe quoi. Non, ça, tout ça, et je m'en fous complet, quoi. Aujourd'hui, c'est mon prix. Oui, je suis plus cher que les autres. Bah oui, moi mon objectif, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est mon objectif, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, c'est ça mon objectif. Et on en reparlait. J'étais en Vendée là en fin juillet. Et j'avais déjà rencontré, mais j'ai échangé avec un confrère qui s'appelle Olivier Den. Je sais pas si tu vois. Je le vois sur les réseaux, mais on se connaît pas. Mais qui me semble qu'il a un podcast aussi d'ailleurs. Il fait plein de choses. Super personne. Et justement, on parlait de cette notion de meilleur rapport qualité-prix. Une valeur qui est très commune justement entre Olivier et moi par rapport à ça, que j'ai beaucoup aimé. Donc je donne le truc, mais je me permets de citer ma source par rapport à ça. Donc ça fait partie, tu vois, des rapports de qualité. Et donc du coup, bah tu choisis tes clients. Donc du coup, tu fais moins pression sur les prix de nivellement par le bas de tes prix. Et donc bah, ton équipe, elle est forcément beaucoup plus contente par rapport à ça. Et donc on est plus rentable. Et donc mes collaborateurs ont une rémunération juste. Probablement, on n'est pas le cabinet qui paye le mieux de France. Probablement, je sais pas quel est le cabinet qui paye le mieux de France, mais en tout cas, probablement, je suis pas le top 1 par rapport à ça. Mais néanmoins, il y a un rapport qualité-prix. Il y a un rapport qualité-prix par rapport au travail qui est fourni. Il y a un rapport qualité-prix par rapport à la qualité qu'on fournit aux clients, etc., etc. Et donc, au final, bah, si on se retrouve avec 4 collaborateurs, eh bien, on choisit finalement tout ça. On va plus dans la valeur ajoutée. Et donc, bah, in fine, on est plus rentable par rapport à tout ça. Donc c'est et encore une fois,
je vais le dire peut-être un peu direct, mais il y a une vraie différence entre le chiffre d'affaires et le résultat, quoi. Et c'est important de le rappeler, même pour des cabinets d'expertise comptable. Non, mais bien sûr. Mais c'est ça, c'est entre guillemets une évidence ou en tout cas un conseil facile de dire faut attention de bien faire la différence entre le chiffre d'affaires et les résultats. Mais c'est ça, c'est que le nombre de collaborateurs augmente le chiffre d'affaires, mais il augmente pas forcément le résultat slash la rémunération du dirigeant à la fin, quoi. Petite nuance par rapport à ça et je pense qui est importante aussi et notamment pour la nouvelle génération des experts comptables ou des futurs experts comptables. Oui, évidemment, avoir des collaborateurs, c'est trop bien parce que, on crée de l'emploi, on est ultra fier de ça. Moi, je suis super fier de créer de l'emploi en France. Alors surtout, alors, si je remonte à 10 ans, tu vois, créer de l'emploi en France, c'était pas, autant tendance qu'aujourd'hui et on voit les courbes du chômage qui diminuent et c'est une super nouvelle et vraiment très, très, très content de ça. Bon, il y a 10 ans, c'était pas vraiment le cas. Donc tu dis: «Attends, il y a un chômage de ouf et en plus je crée de l'emploi». Enfin, c'est clairement une aventure, que je souhaite à tous les experts comptables et tous les futurs experts comptables de créer de l'emploi. C'est vraiment, vraiment super. Mais en même temps, c'est pas, un indicateur de performance. Le nombre, n'est pas un indicateur de performance pour sa réussite, entrepreneuriale en tout cas. Voilà. Mine de rien, bien se poser à la création de savoir réellement ce que tu veux, quoi. Et si tu le fais pour toi ou si tu le fais pour l'ego et l'image extérieure et le faire pour les bonnes raisons. Tu relèves un point, je suis trop content que tu en aies parlé et c'est cool que ce soit toi qui le dises, tu vois, parce que ça a plus d'impact que forcément si je peux le dire, mais c'est une notion qui est très axée sur la proposition de valeur de ce que tu délivres. Et tu as moins de clients, tu vends plus cher, forcément, tu marges mieux, point. Il y a pas de, c'est là par rapport à la valeur que tu délivres, tu vends de la valeur, tu vends pas du temps. Bah, complètement, tu vois? Et j'ai envie de te dire, presque jamais et pour pas dire jamais, tu vois? Peut-être en 10 ans, ça m'est peut-être arrivé, 3 fois, tu vois? Des problématiques de prix, tu vois? C'est tellement rare, tu vois? Que j'ai envie de dire jamais, tu vois? Même si, c'est Ouais, ouais, bah 3 fois en 10 ans, ça va. voilà, tu vois? C'est que dalle et de clients qui disent: «Oh là, du coup, un peu cher, machin». Franchement, ça arrive jamais, quoi. Ça arrive jamais parce qu'il y a ce fameux, cet équilibre entre la qualité, qu'on fait et le prix qu'on propose, qui est cohérent, tu vois? C'est pas, je suis pas ultra cher juste pour le plaisir d'être ultra cher. C'est que, je propose d'autres choses, en plus, en complément et donc l'entrepreneur, trouve ça logique finalement de payer pour ça. À partir du moment où il est satisfait, on fait une prestation de service, tu vois, tes prestataires, tes partenaires, tout le monde est libre de pouvoir changer. Hormis le fait que tu aies ton contrat de lettre de mission, bah, si la personne n'est pas satisfaite, elle rompt le contrat, elle va chez un autre. Et à partir du moment où tu as de la fidélité, tu n'as pas de churn, d'attrition de tes clients, bah, c'est que la qualité de service et ton client il est satisfait de son service, quoi. Et en effet, c'est plus simple à maintenir. En fait, en fonction des stratégies, en fonction du service que tu délivres. Si tu fais de la prod, à la limite, ouais, je pense que tu as des moyens de scaler et d'automatiser au maximum. Mais après, à voir comment tu le prices, quoi. Complètement. Quelques astuces par rapport à ça, pour justement se dire: «Mais comment on fait pour se retrouver dans un système de qualité?» Le premier truc que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est, quand je sais faire, je le dis et quand je sais pas faire, je le dis aussi. Et c'est cette notion, je dis ce que je fais ce que je dis, tu vois? Et ça, c'est peut-être le 1er point et moi, je le dis, mais même en rendez-vous prospect, quoi. En rendez-vous prospect, le client, il vient: «Ah, j'ai besoin sur tel truc». Bah, je sais pas faire. Je sais pas faire et je le ferai pas. Et je vous le dis. Par contre, l'autre truc là, vous m'avez appelé, vous êtes un e-commerçant, pas de problème, je vous fais machin, la compta, la fiscale, machin, les systèmes d'info, tout ça, aucun problème. Votre problème juridique sur, le droit de machin, ah non, clairement, je sais pas faire. Même des trucs comptables, hein, je veux dire, moi je pense que toute personne qui me connaît sait que je déteste les BNC, et bah, du coup, je ne fais pas de BNC, je le dis haut et fort. Bon, bah, voilà, c'est tout. C'est très clair et je vais jamais dire: «Ah non, je sais faire, ouais, ouais, on va se dépatouiller, on va faire ça un peu machin et tout». Non, non. Si je sais pas faire, je le dis et par contre, j'ai quelqu'un qui peut le faire à côté. Et ça, c'est la marche supplémentaire qui est importante. C'est vraiment d'assumer ce qu'on sait faire, d'assumer ce qu'on sait pas faire et quand on sait pas faire, on a quelqu'un qui sait le faire à notre place. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et je rebondis parce que peut-être qu'on peut se dire: «Bah ouais, mais du coup, il fait que des trucs qu'il sait faire». Non.
C'est que si on sait pas faire ou qu'on voit qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant, etc. Et ben là, on va collaborer beaucoup plus potentiellement avec le client. Évidemment, on découvre toujours plein de nouvelles choses, on fait toujours plein de nouveaux projets, etc., etc. Bah forcément, la première fois, on sait pas faire, forcément, puisqu'on le fait pour la première fois. Donc ça n'empêche pas de se donner des défis, de se donner des objectifs. Ça, clairement. Et puis, ça n'empêche pas d'avoir des nouveaux clients qui sont dans des secteurs d'activité qu'on connaît pas. Mais on se dit, OK, on a déjà une compétence dans ça, on va pouvoir potentiellement l'amener dans cette cible-là. Et puis, on va apprendre tout le reste. Et évidemment, on va se donner les moyens, on va se former, on va s'informer, on va lire des bouquins, on va faire des formations, etc., etc. Donc, ça n'empêche pas d'avoir des objectifs et de continuer à progresser, à grandir, hein, évidemment. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est vraiment de savoir ce qu'on sait faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire et ce qu'on sait pas faire. Et de le dire. Le deuxième truc, et tu en as très bien parlé, c'est d'utiliser les dernières technologies tout le temps. Dès qu'il y a une nouvelle technologie, dès qu'il y a une innovation, eh bien, on va s'entraîner, on va tester, on va mettre en place, et c'est d'être au top de la nouvelle technologie. Et ça, c'est un point qui est important, alors que j'ai depuis la création, hein, tu vois, depuis 2013. Pour te dire, en 2013, quand j'ai créé mon cab, il y avait 0 papier dans mon cabinet. Alors, j'étais un peu un ovni, hein, à l'époque. Pour l'époque, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Un vrai ovni pour l'époque. Et au final, eh bien, bah, OK, je suis pas resté sur mes lauriers en me disant, parce qu'à l'époque, hein, tu vois, on utilisait Google Drive et on mettait des PDF et on mettait des noms de PDF dans les Google Drive enfin, tu vois, des trucs, des trucs parce qu'il y avait rien, quoi, tu vois? Tu vois, Dext n'existait pas, toutes les box dans tous les sens n'existaient pas. Bon, bah, du coup, forcément, il fallait faire comme on pouvait. Bah, C'était à peine si t'avais un scan bank, je pense, 2013, un truc comme ça. ouais, c'était très, 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 très exploratoire, ouais. Et donc du coup, bah, il a fallu faire avec ce qu'on a, et puis bah, ce qu'on avait, bah, c'était forcément les outils Google, parce que les outils Google vont toujours plus loin. Ils sont beaucoup moins sécurisés, on n'en était pas super fiers, on le savait, mais bah, on utilisait ce qu'il y avait à l'époque. Et donc du coup, ça, c'est vraiment d'être au top de l'innovation tout le temps. Et donc aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est quoi? Bah, c'est 2 choses, hein. La première chose, c'est la facturation électronique. Bah oui, évidemment, c'est l'innovation de demain, hein, si je puis dire, hein. C'est l'innovation d'aujourd'hui, plutôt. Bah oui, évidemment, il y a les PDP, il y a les PPF, et cetera. Donc tout ça, il faut être à fond là-dedans. Et donc, bah, dès que c'est possible, consacrer du temps pour mettre en place ce type d'outil. C'est pas parce que la loi elle est pas applicable qu'on peut pas le faire. Donc clairement. Donc là, on y va, on se met dans les nouvelles technos, on se met dans la facturation électronique, on va à fond là-dedans. Nous, on est pilote par rapport à ça. On en parlait tout à l'heure. Je suis référent au niveau du conseil régional de l'ordre par rapport à la facturation électronique. On s'investit. Alors le but, c'est pas forcément que tout le monde soit référent de la facturation électronique. C'est pas ce que je dis. Mais déjà, si on est référent de soi-même, déjà c'est pas mal. Voilà. On est référent de soi-même, on s'instruit, on se forme, et on se dit oui, je vais le mettre en place, et je vais pas attendre que tout soit calé pour enfin me lancer dedans. Ça, c'est vraiment important. C'est maintenant, quoi. Peu importe le délai, en fait. Peu importe la date de mise, de rentrée en vigueur. On peut pas se laisser driver, on peut pas se laisser conduire sa boîte par l'État. Exactement, mais c'est ça, et en plus les technologies, enfin tu vois, quand tu parles aux prestataires et aux éditeurs de logiciels, qui ont déversé des millions d'euros, hein, aujourd'hui pour que les PDP fonctionnent. Bon, bah, on peut quand même se dire qu'il y a une chance que la facture elle passe du point A au point B avec ces investissements et ces innovations. Donc il y a pas un risque démesuré. Et puis au pire, j'ai envie de dire, si la facture elle déconne, bah, tant pis, on l'envoie par mail et puis voilà, c'est fini. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, tu vois. S'il y a 80% des factures faciles qui partent, bon, bah, déjà, c'est 80% de temps gagné, quoi. On y va, on fonce. Bon, bah, si ça déconne un peu au début, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a des petits problèmes que ça fout en l'air tout le process. Mais attends, on va même le dire. Ça déconnera au début. C'est normal. Non, mais c'est la logique de l'innovation. Je veux dire, quand tu passes par une boîte qui est une start-up et que tu travailles avec elle avant les 3 premières années, tout le monde sait qu'aujourd'hui, un SaaS qui existe depuis moins de 3 ans, tu vas essuyer des plâtres, t'es un partenaire, tu grandis avec.
Et tu te nourris aussi de ce qu'ils sont capables de t'apporter. Quand il y a un nouvel éditeur, on va prendre le cas de Penny Lane, tu vois, qui est sorti de terre il y a 4 ans au moment où on enregistre. Forcément, quand tu le prenais au début, t'essuyais des plâtres. Forcément, aujourd'hui, t'essuies peut-être encore des plâtres. Mais par contre, tu peux aussi te nourrir de leur culture, de voir comment ils évoluent et de savoir comment tu peux apporter ça à tes clients, à ton entreprise, etc. Et pas te laisser dicter le principe de ok, bon bah ça a été décalé, parce que là en l'occurrence au moment où on enregistre, on a appris que l'entrée en vigueur de la facture électronique allait être décalée, et certains peuvent commencer à se dire bon bah c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Non, 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 non. Exactement. Ça, c'est le maître mot. Non, il faut pas décaler la facture électronique, bien sûr. Et toujours dans les nouvelles technos, et un sujet dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, hein, c'est le fameux ChatGPT et consorts. Et consorts. Et bon, bah ça, évidemment, il faut utiliser ChatGPT dans la profession comptable. Évidemment, il faut s'acculturer à ça. Évidemment, il faut savoir utiliser ces outils. Donc à l'heure où on se parle, on est à ChatGPT 4. Le 5 arrive. Bon, bah du coup, toute personne qui n'a pas encore commencé à utiliser le GPT 3.5, bah du coup, il a déjà 1 ou 2 trains de retard par rapport à ça. Et du coup, c'est de l'utiliser, mais en bonne intelligence. C'est que ChatGPT est un outil, ChatGPT est un logiciel qui est ultra performant, qui est très intéressant. Et donc, bah, comment on l'utilise aujourd'hui dans la profession? Et donc, c'est des sujets qu'il faut absolument utiliser. Moi, mes équipes, je leur dis, bah, utilisez ChatGPT. Enfin, je veux dire, c'est important. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe, comment ça marche. Et puis, on regarde, on voit comment ça fonctionne, on voit qu'est-ce que ça peut nous apporter. Moi, j'utilise beaucoup dans ma communication digitale, par exemple. Alors, je ne dis pas à ChatGPT, écris-moi un post pour mon anniversaire. J'ai eu peur. Oh, j'ai cru que c'était lui qui avait rédigé le post des 10 ans. Ah la vache. Eh ouais, mais non, rassure-toi, c'est ma vraie vie. Et ChatGPT ne connaît pas grand-chose de ma biographie, puisque je n'ai pas encore de page Wikipédia. Mais ça ne saurait tarder. Peut-être qu'elle existera au moment où cet épisode sera diffusé. Allez, défi relevé. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Et c'est un exemple d'utilisation, tu vois, de ChatGPT, alors très orienté sur le marketing, mais c'est, j'écris mon post et je dis à ChatGPT: «Rajoute-moi des emojis pour mon post LinkedIn». Et donc ChatGPT me rajoute une tonne d'émojis dans tous les sens. Mais je dis: «Mais j'aurais passé au moins 20 minutes à rajouter tous ces petits émojis, la petite fleur qui monte, la petite cible qui est atteinte, le petit machin, le petit truc». Tu vois? Si je devais chercher ça sur mon téléphone, mais ça m'aurait pris un temps de dingue, tu vois? Et tu vois, c'est des petites choses comme ça qui sont intéressantes sur ChatGPT, qu'on peut utiliser, et qui enlèvent rien à la créativité humaine. Voilà, mon post au départ, il a été écrit, et du coup, je lui donne juste plus de corps, plus d'essence. Un autre truc, moi, que j'aime beaucoup faire, tu vois, je disais tout à l'heure, j'anime des conférences, j'anime des formations, j'écris des articles, je participe à des podcasts, à des rendez-vous, à des tables rondes, et cetera, et cetera. Eh bien, à chaque fois, je dis à ChatGPT: «C'est quoi les 10 trucs essentiels qu'il faut raconter pendant sur ce sujet, ce machin, ce truc?» Et alors évidemment, sur les 10, il y en a 5 que j'ai déjà imaginé. Il y en a 2 où je me dis: «Mais waouh! Trop bien, trop génial, je vais parler de ça, c'est super, et cetera». Et puis il y en a 3 où je dis: «Oh non, en fait non, ça m'intéresse pas de parler de ça». Peu importe le nombre, hein, je dis des chiffres complètement au hasard, hein. Mais du coup, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que bah, ça va me donner, tiens, une idée sur un truc. Je dis pas à ChatGPT: «Écris-moi un article sur ça». Non. Je le pousse justement pour qu'il me donne des idées, un peu comme historiquement on demanderait à Google un truc, et puis on va aller chercher dans une tonne de sites internet. Donc c'est un vrai outil qui fait gagner du temps, qu'il faut utiliser en connaissance de cause, hein. Évidemment, on met pas des fakes dans ChatGPT, hein, ça c'est clairement La base, et c'est important, tu as raison de le répéter. et oui, parce que les outils aujourd'hui d'interprétation de data, et cetera, sont phénoménaux, mais on met pas d'informations financières dedans, clairement. Mais il y a plein d'autres choses à utiliser,
plein d'autres choses qu'on peut en faire et qui sont essentielles. Donc on peut recouper avec l'attractivité de la profession. On peut lire qu'avec ChatGPT ou autre IA, le métier va disparaître. Les comptables sont quasiment toujours dans le top 5 des professions qui vont se faire robotiser. Ça a une notion, tu vois, où ça peut faire peur. À tort ou à raison, je sais pas. Qu'est-ce que tu peux répondre, soit aux confrères, soit aux équipes, tu vois, qui peuvent se dire, bah tiens, moi ça me fait peur. Même moi, tu vois, dans la notion marketing, moi je suis intimement convaincu que, puisque tu en parlais, tu l'utilises sur le marketing, pour le coup, c'est un indispensable. C'est-à-dire qu'évidemment, ça va transformer notre façon de faire, soit des stratégies marketing, soit des posts de réseaux sociaux, ça n'enlèvera rien la relation humaine, mais ça va quand même changer pas mal de choses. Donc ça a pu faire peur même chez moi ou dans mon entourage sur les pros du market en disant, OK, qu'est-ce qui nous arrive, comment ça faire, où on sera demain. Qu'est-ce que toi, tu peux répondre aux confrères ou aux collaborateurs qui voient arriver ça et ils se disent, mince, je vais devenir un robot, on va me prendre mon job. J'aimerais citer un autre podcast qui est Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Et donc que je recommande effectivement dans mes sources d'inspiration. C'est vraiment un podcast que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup utiliser mon temps de métro, mon temps de voiture pour écouter les podcasts de Mathieu Stéphanie. Alors ce qui est super, hein, c'est des podcasts longs qui durent 2-3 heures, hein, ça peut être très long. Ouais, il peut y avoir des beaux 3 heures. Voilà. Alors on peut l'écouter en vitesse 1.5 ou 1.75 quand on est aguerri, du coup ça prend un peu moins de temps. Sérieux? Je savais pas. Ah ouais, si. Sur Spotify, tu peux accélérer la lecture? Alors moi je suis sur Deezer du coup, et sur Deezer tu peux le mettre tu peux accélérer la vitesse, mais je crois que Spotify tu peux aussi, hein, à vérifier. Merci pour l'info. Du coup, alors après c'est vrai que ça parle beaucoup plus vite, hein, mais au final ça se comprend très largement. Et dans les podcasts de Génération Do It Yourself, il y a un épisode qui a été tourné avec Laurent Alexandre, qui parle notamment de ChatGPT. Et on le mettra en ref, il est excellent l'épisode. Ouais, bah c'est clair. Alors il est assez clivant, hein, mais en même temps, voilà, apprendre comme il l'est, et c'est super intéressant. Et il dit une phrase, il dit que c'est pas ChatGPT qui va remplacer l'humain, c'est un humain qui connaît mieux ChatGPT que vous qui va vous remplacer. Bah voilà, c'est un peu, je pense, le message que j'ai envie de passer aux confrères, aux collaborateurs aussi, hein, parce que j'ai envie de dire, c'est aussi et surtout par les collaborateurs aussi que cette utilisation intéressante de ChatGPT se fera. C'est utilisez-le. Soyez performants là-dedans, entraînez-vous, lisez les milliards de tweets, enfin de X, pardon, parce que là, à l'heure où nous écoutons, c'est déjà X, mais j'aime bien aussi, je reste sur tweet, c'est pas grave. C'est déjà X. Eh bien, il y a des milliers de posts sur le sujet. Comment mieux utiliser ChatGPT, comment mieux prompter. Hein, prompter, ça veut dire écrire sa question à ChatGPT. Comment mieux prompter ChatGPT pour avoir des réponses plus intéressantes. Bah, tout ça, il faut lire, il faut s'acculturer, il faut s'intéresser. Alors au début, évidemment, on pose des questions qui sont pas forcément super intéressantes. Et puis après, on évolue, on avance, et puis les questions sont de plus en plus pertinentes et de plus en plus intéressantes. Donc voilà mon conseil, c'est il faut y aller. C'est pas lui qui va vous remplacer, mais c'est quelqu'un qui sait mieux utiliser que vous. Donc soyez la personne qui sait mieux utiliser ChatGPT. Alors qu'on dit ChatGPT aujourd'hui et tous les autres IA sur le sujet. Il y a beaucoup d'infographies aussi, hein, qui sortent, qui sont très intéressantes, de se dire, bah tiens, quelle utilisation de quelle IA pour quel besoin. Il y en aura peut-être d'autres demain avec ça. Bien sûr. Bah, toutes ces choses-là, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'outils gratuits / pas trop chers pour utiliser toutes ces nouvelles technologies. Attends, mais même ChatGPT, hein, pour être franc, 20 € par mois pour la puissance de l'outil, une fois que, ne serait-ce que pour le tester. Allez, 20 € par mois, c'est un déjeuner, 2 salades à Paris. Ah, c'est ça. Ah ouais, non, c'est une salade à Paris. Au moment où on tourne, peut-être que les choses vont si vite, t'as raison. Et puis 20 €, c'est pour l'investissement et la culture, c'est énorme. C'est indispensable. Et juste en action, tu vois, que moi j'ai mis en place assez rapidement pour dédramatiser et évoluer et s'acculturer. D'une part, évidemment, il y a un canal Slack ou Teams lié à l'IA. Au sens large, dans lequel tout le monde peut partager
les outils, les veilles, les articles, les vidéos, ou les tweets ou les X, ça c'est indispensable. Et dans la réunion hebdomadaire du lundi matin, c'est un moment de partage sur ok, qu'est-ce que j'ai vu sur l'IA la semaine dernière, comment je l'ai utilisé dans mon quotidien. Parce qu'encore une fois, pour moi, sur le métier market, communication, stratégie, c'est indispensable. Dans 2 ans, je pense que si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui, tout le monde dans mon métier l'utilisera. Et demain, j'ai des cas en tête, tu vois, qui pourraient être utilisés dans les cabinets d'expertise comptable, qui seraient des missions et qui sont des missions qu'on fait aujourd'hui, quoi. Alors, ils le font pas, ça ne le fait pas encore aussi bien que ce qu'on peut le faire par l'expertise, mais dans 2 ans, et vu à la rapidité à laquelle vont les choses, nul doute que ce sera possible. Et hier soir, je regardais encore une vidéo par rapport au plugin, donc par rapport à ChatGPT. Non, tu peux venir y plugger des outils en plus qui vont aller s'interconnecter avec d'autres outils. Bref, je te le fais en 2 secondes comme ça, mais c'était une démo en fait de comment il avait branché un plugin qui allait lire sur QuickBooks, donc c'était US évidemment, qui allait lire sur QuickBooks et ça te sortait un petit chatbot, tu vois, qui allait lire les données qui étaient directement dans QuickBooks. Donc par rapport à ce que tu disais, pas mettre de données financières, ok, mais là c'était pour la vidéo, pour le test, ça lui faisait un assistant. Pas DAF, je vais pas avoir la violence de dire que c'était un DAF, mais un assistant qui allait en tout cas remplir les champs et aller chercher les infos sur la base des données financières qui étaient dans QuickBooks. C'est aux US, oui, mais c'est aujourd'hui. Ça arrive vite et c'est important de se le prendre en main. Ça m'emmène parce que je vois que le temps file, on vient de passer un petit moment. 2 points que j'aimerais voir avec toi parce que tu parlais de ton engagement sur le Lab 50. Le Lab 50 a une place fondamentale dans la profession parce qu'on a besoin de savoir vers où va le métier, compte tenu de toutes les transformations qui peuvent arriver. Où tu vois, toi, aujourd'hui, que ce soit par rapport au Lab 50 ou par rapport à tes expériences et ce que tu as vu, le métier dans 10 ans? Ah ouais, 10 ans. Ouais, 10 ans. Ouais, j'ai fait loin, 5 ans. Allez, je te le mets 5 ans. 10 ans, c'était loin. Allez, 5 ans. Déjà, pour répondre dans 10 ans, est-ce que la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes existera? La réponse est évidemment oui. Évidemment oui, avec quand même quelques conditions. C'est que et c'est tout ce qu'on t'a dit depuis tout à l'heure. C'est se former à tout ce qui est en train d'arriver et de manière très 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 globale au sujet lié à la data. La data, alors pour te dire, moi, quand j'ai passé mon DEC en 2012, c'était mon sujet de mémoire. L'utilisation de la data et du big data. Bon, autant dire qu'il n'y a pas grand monde qui avait compris mon sujet à l'époque. Et que malheureusement, 10 ans plus tard, mon mémoire est complètement has-been, puisqu'il n'y avait pas évidemment de ChatGPT, il n'y avait pas de Microsoft Power BI, il n'y avait pas il y avait même pas de Power Pivot, tu vois, pour te dire, ça n'existait pas encore. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est de se dire, ok, on a un horizon de 10 ans où on voit cette explosion qui continue d'arriver. C'est pas un sujet d'actualité. Parce que, encore une fois, et je le dis en rigolant, mais je le dis quand même, c'est que c'était mon sujet de mémoire il y a 10 ans, donc c'est pas une innovation si incroyable que ça de dire qu'il y a plein de données dans un cabinet d'expertise comptable. C'est de savoir mieux l'utiliser, de savoir mieux la comprendre et surtout avec des sujets de facturation électronique, eh bien, on va créer beaucoup plus de données qu'on a fait jusqu'alors. Demain, avec la facture électronique, eh bien, saisir une facture, ce n'est pas que saisir la date, le montant et le libellé, le montant TVA. Non, il y aura des dizaines d'autres informations par facture qui seront intégrées dans ces outils. Et donc, ces informations, c'est de la data. Et la data, potentiellement, c'est des informations qui sont intéressantes d'agréger, de comprendre, de traduire pour les entrepreneurs. Donc c'est sur cette philosophie-là qu'il est intéressant d'imaginer la profession dans 10 ans et de se dire finalement que l'expert comptable et le commissaire aux comptes sont des garants de l'information financière des entreprises. Et cette définition, en fait, elle existe depuis Luca Pacioli et elle existera avec ChatGPT. On est garant de l'information financière. Et bien que ce soit sur des tablettes dans le marbre ou que ce soit dans un environnement cloud ou je ne sais quoi, ce qui existera dans 10 ans, eh bien, on reste garant de l'information financière. Et c'est en ça qu'il faut qu'on s'accroche et c'est en ça que notre déontologie, nos normes, elles sont essentielles par rapport à ça. Entre un consultant et nous, eh bien, la grosse différence, c'est la déontologie, c'est les normes, c'est la réglementation, c'est l'immuabilité
de tous ces sujets-là. Alors probablement dans 10 ans, on aura des problématiques par rapport aux notions de secret professionnel et d'utilisation de l'IA, par exemple. Ce sera, je pense, des véritables problématiques par rapport à ça. Néanmoins, il va falloir l'adapter, encore une fois, par rapport aux nouveautés, mais c'est quand même un socle fort sur lequel on peut évidemment s'appuyer. La profession dans 10 ans, pour moi, c'est toujours garant de l'information financière. La définition sera la même. On sera certainement pas dans le même bac à sable, mais cette définition restera la même. Et donc, pour arriver à cet environnement dans 10 ans, il faut absolument être au top de l'actualité. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, facturation électronique, c'est pas parce qu'il y a un report qu'il faut s'arrêter, parce que non, il faut être au top de l'innovation telle qu'elle est aujourd'hui et non pas de subir l'innovation au moment où elle est clairement implantée. Il faut y aller, il faut être au top tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça qui nous permet d'avancer. Eh bien, depuis la nuit des temps, les comptables de France et les experts, enfin du monde entier d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis de France, mais de tous les comptables et tous les experts comptables du monde entier, eh bien, se forment sur la comptabilité, la fiscalité, le droit, etc. Eh bien, il y a une brique en plus. C'est l'innovation technologique qui fait partie des sources de recherche qu'on doit avoir au quotidien par rapport à tout cela. Comment tu t'organises chez toi pour justement rester au top? Rester au top, innover, faire de la recherche et développement? Un des principes du cabinet, c'est d'être dans une totale intelligence collective. Alors, c'est vrai que c'est un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est pour ça que je dis, ah ouais, mince, on n'a pas parlé du truc. Alors, c'est bon. Non, mais j'ai une liste de questions. Je me suis dit mince, on n'en a pas parlé. Je suis à deux doigts de me dire est-ce qu'on le fait pas en deux épisodes. Eh oui, bah ça sera peut-être un teasing et puis on verra si on fait un deuxième épisode alors. Du coup, intelligence collective, c'est justement de mettre à profit toutes les intelligences de tout le monde pour justement avancer ensemble sur des projets communs. Donc ça, c'est le sens global de tout ça. Et donc, comment on progresse? Eh bien, c'est que dès que quelqu'un voit quelque chose, imagine quelque chose, trouve une information sur quelque chose, eh bien, évidemment, on informe toute l'équipe. Alors, encore une fois, petite équipe, d'où l'intérêt. Petite équipe, mais grande équipe, ça marche aussi. Évidemment, c'est pas du tout un problème. Et donc, on échange, on brainstorm, on est toujours hyper ouvert par rapport à tout ça. Donc, les leviers de progression, c'est dans le spectre cabinet, c'est cette intelligence collective. Dès que quelqu'un voit quelque chose, eh bien, on s'informe, on s'instruit, on réfléchit. Ah oui, tiens, c'est intéressant. Ou ah ok, c'est intéressant sur le coup. Je vois pas trop ce qu'on pourrait en faire pour l'instant, mais c'est intéressant et d'être vraiment toujours dans cette ouverture. Et donc tu parlais notamment de chaînes, de channels sur Teams ou sur Slack ou autre, Notion, etc., qui est un super outil aussi. Enfin, il y a tout un tas d'outils qui permettent de le faire, des outils de partage collaboratif en interne. Certains le font avec le client, moi je le fais pas. Alors on a des outils collaboratifs avec le client, mais c'est pas des outils de chat. On n'a pas passé ce stade-là. Je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs. Question. Sur l'ouverture, alors moi je suis un grand amateur et partisan des offres à 3 niveaux. Tu vois, et potentiellement l'accès ou le partage je vais prendre plutôt les sujets de conversation, tu vois, qui vont être un Teams ou un Slack, parce que Notion, à la limite, je peux donner accès à Notion à certaines choses aux clients, c'est autre chose, mais sur l'interactivité plus rapide, je pourrais potentiellement dans une offre Platinum, l'offre la plus grosse, quoi, je te dirais, pourquoi pas donner un accès sur un Slack ou un Teams aux personnes externes. Ok. Alors nous on le fait avec un client où du coup en fait il me partage lui son Teams en tant qu'invité. Donc c'est vrai mais on l'utilise probablement pas au max de ce qu'il faut. Tu vois, c'est vraiment pour dire on fait une vidéo, ah bah oui tiens viens sur notre truc en tant qu'invité. Bon voilà. Bon on s'écrit pas, on se chatte pas. Tu vois, sur ces chaînes-là. Donc, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un besoin incroyable? Probablement. C'est que si on n'y arrive pas, c'est que... Oui, il n'y a pas besoin. C'est que pour la typologie de clients qu'on a, il y a pas un besoin. Voilà, je pense que c'est ça la réalité. Je sais plus comment on en est arrivé là, mais on était sur les outils, enfin.
Sur l'innovation assistée, c'était comment tu faisais pour rester au top? Ah oui, voilà, donc c'est ça. Donc là, c'est l'intelligence collective et puis se former, bien sûr, hein, se former avec les formations de la profession, les formations de la profession, notamment les formations bien, du CFPC slash des IRF de région. On a Supexpertise à Paris, on a La Force en Normandie, on a Format à Lille. Enfin bref, je vais pas tous les citer. Désolé pour les confrères et consoeurs que je n'ai pas cités. Mais toutes les régions ont leur IRF et je les salue et ils font un travail de fou parce que en fait, c'est d'imaginer dans un an, qu'est-ce qui va intéresser les confrères, les consoeurs et les collaborateurs de la profession. Et parce que évidemment, au moment où ça rentre dans le catalogue, eh bien, les formations sont déjà construites, sont déjà réfléchies. Il y a déjà un programme, il y a déjà un plan. Enfin, du coup, il y a déjà un support. Enfin, il y a déjà des animateurs pour les animer. Enfin, c'est incroyable, quoi. Le boulot prospectif qui est fait dans les instituts régionaux de France et de formation qui sont très intéressantes pour se dire c'est quoi l'avenir aussi de la profession à horizon 1 an. Donc c'est tout ça et puis c'est les réseaux sociaux, c'est LinkedIn, c'est X, c'est tous les réseaux sociaux qui permettent aussi eh bien de non pas de se former mais de s'informer par rapport à la réalité, par rapport à l'état d'esprit de certains, comment on peut s'améliorer. Et c'est intéressant de suivre les gens de la profession, mais aussi les gens en dehors de la profession. Et ce que je dis souvent aussi aux mémorialistes que je suis, aux experts comptables mémorialistes que je suis, c'est aller regarder aussi les contenus anglophones pour ceux qui ont la possibilité de lire du contenu en anglais, notamment les groupes LinkedIn qui sont en anglais sur les sujets du management, de l'innovation, du marketing, etc. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Alors, on parlait des bouquins, notamment les Start with Why, etc., qui sont super. C'est vrai que les contenus en anglais, alors ils sont très américanisés parfois, c'est vrai, toutes les notions de c'est ça, il y a un truc, mais en même temps, c'est assez plaisant, je trouve, à lire ce genre de contenu. Il y a toujours pour rester sur les sujets management, orga, une super revue qui est Harvard Business Review, qui est qui est absolument géniale. Moi, c'est une revue que je dévore. Ouais, c'est ultra quali, c'est hyper intéressant. Ils ont aussi un compte sur LinkedIn, un compte sur Instagram. C'est hyper intéressant aussi à suivre. Donc c'est beaucoup plus succinct, évidemment, mais c'est super. Moi, j'adore aussi ces contenus beaucoup plus courts. Ça permet de réfléchir sur comment on fait, les styles d'organisation, de management, de la stratégie. C'est super intéressant. Voilà, donc je progresse. Mais est-ce que ça recouperait pas avec notre point du début de la curiosité, ça? Est-ce que ce serait pas incroyable, en fait? Mais c'est fou ça. Mais c'est fou, c'est la curiosité et j'ai envie de dire c'est aussi l'étape 1, de se dire: «OK, on est curieux, on on collecte, on récupère, beaucoup d'informations» et l'étape 2, bah, ensuite, c'est, de la transmettre. Et de la transmettre et c'est peut-être le dernier message le dernier conseil qu'on pourrait dire, c'est qu'est-ce qui fait finalement l'attractivité de la profession? Bah, c'est oui, évidemment, s'enrichir soi, mais l'étape 2 est peut-être la plus belle des étapes, c'est de réussir à enrichir les autres et bien, ça coûte rien, d'envoyer, un petit post de temps en temps, sur LinkedIn, en expliquant: «Bah, tiens, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Quel article tout simplement on a lu aujourd'hui et qui peut être potentiellement intéressant et tu vois je me dis que si tous les experts comptables, donc si les 21 000 experts comptables de France postaient un post par an, ça ferait 21 000 posts par an qui parleraient de la profession comptable. T'imagines un peu, mais ce serait absolument dingue. L'effet cumulé, il est incroyable. L'effet cumulé, il serait fou. Bien sûr, il suffit que d'un, qu'un petit peu, si chacun fait une petite action, c'est formidable. Et je parle pas des collaborateurs, t'imagines? Non, on parle pas encore des collaborateurs qui sont des promoteurs. Enfin, tu vois, dans une boîte, ton équipe est promoteur en temps normal. Juste parce que je trouve que c'est super important. J'avais fait un post sur ça et parfois on va me dire oui, mais j'ose pas poster, je sais pas quoi poster, j'ai pas la légitimité pour poster, etc. Peu importe. À partir du moment où tu es un expert, tu as des connaissances. Si ces connaissances, si ton post il aide une personne,
moi, du moins, c'est ce que je me dis à chaque fois. Déjà, je laisse tomber mon ego. Je suis pas là à la course aux likes. Ça sert à rien de se dire, je poste, j'ai eu 3 likes, j'ai eu 100 likes, j'ai eu 5000 likes. Peu importe les likes, si ce n'est, ça fait plaisir qu'à son ego. Et le nombre de vues, ça fait plaisir qu'à son ego. Par contre, si le contenu qu'on veut partager peut permettre d'aider une personne, point barre. Et c'est aussi la raison du podcast et de tous les contenus qu'on peut créer. Et toi et moi, j'en suis sûr. Bah voilà, point barre, ça suffit. Et je suis sûr qu'en qualité d'expert comptable, si chacun fait un post sur un sujet d'expertise, sur un sujet, un exemple très simple, tu fais un rendez-vous avec un prospect, il te donne son cas, j'en sais rien, allez, on va prendre, parce que je l'ai vécu, donc un rendez-vous avec un entrepreneur, enfin un expert comptable qui rencontre un auto-entrepreneur qui doit passer les seuils, etc. Il lui a donné 2-3 conseils lors de l'entretien. Allez, tu prends ton clavier, tu rédiges 3 petits posts par rapport à cette situation que tu viens de rencontrer sur ce prospect, tu la partages. Ça a forcément aidé une deuxième personne parce que si cette personne est dans cette situation, c'est sûr qu'il y en a une deuxième qui est dans la même situation. Mais complètement. Et ça joue à fond dans l'attractivité et dans le fait que le métier reste continue d'avoir cette confiance exceptionnelle que les entrepreneurs et que les organisations ont avec la profession et que dans 10 ans, ça restera un acteur majeur et indispensable de la sécurité financière et du conseil aux entreprises et aux organisations au sens large. Bien sûr, bien sûr. Et ça me fait plaisir que tu me dises que ton podcast a cet objectif-là. Et pour la petite anecdote avec Nathan avec qui on fait notre podcast Crazy Skills, on s'est dit, tu vois, pour la saison 1, notre objectif n'est pas d'avoir des centaines de milliers d'auditeurs qui nous écoutent, mais si on peut aider une personne pendant la saison, eh bien on aura atteint notre objectif. Et bon, petit spoiler, on a atteint l'objectif au 2e épisode et on était trop contents. Et mais c'est tellement bon, tu vois, c'est tellement bon d'entreprendre dans cet objectif-là. Je pense aussi au concours d'éloquence, tu vois, avec Didier. L'objectif n'est pas d'avoir des millions de gens qui parlent du concours d'éloquence, même si ça nous a fait super plaisir. On a eu un retentissement trop bien, et c'était super. Notre objectif, c'était de se dire, eh bien, les finalistes là, si ils apportent justement quelque chose à la profession, s'ils apportent une image à la profession, s'ils deviennent eux-mêmes des porte-parole de la profession, on aura réussi. Et là on voit avec Lisa, avec Kevin et avec Mélissa. Bon, Mélissa était déjà connue avant, mais mais du coup on voit, putain, là on a eu des finalistes incroyables et qui portent la parole aujourd'hui. Et puis je pense aussi à l'Alliance Au-delà avec Frédéric. Pareil, tu vois, notre objectif, c'est pas d'avoir 500 membres dans l'Alliance, ce qui serait complètement ridicule. C'est de se dire, l'exercice indépendant de l'expert comptable, c'est un exercice qui est extrêmement intéressant, qui est passionnant, et on a envie, si on peut aider quelques personnes dans cet exercice indépendant, ce serait vraiment génial. Et donc tu vois, c'est peut-être aussi le maître mot de tout ça, c'est que en fait l'attractivité, c'est pas forcément de faire des trucs en grande pompe et qui satisfont son propre ego personnel. L'objectif, c'est de dire, voilà, si je peux aider déjà une personne, c'est trop bien. Si je peux être attractif pour une personne, c'est trop bien. Sans chercher un résultat tout de suite. Le résultat, bien souvent, il arrive, on s'y attend pas trop. Et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de plus beau, finalement, dans l'entrepreneuriat positif et la recherche d'une belle attractivité. Je vais laisser ça en mot de la fin parce que sinon je vais rebondir et on est reparti sur 2 heures et on a déjà découpé. Non, mais j'ai encore plein de sujets. On va se faire un 2e épisode, c'est sûr. Et ouais. J'ai très envie d'aborder la gestion du temps. On pourrait aller encore plus loin sur l'attractivité. Mais oui. Ben ouais, je sais. J'ai la liste de questions non préparées par ChatGPT, mais préparées par notre travail en amont, mais de tous les points qu'on voulait voir. On refera un 2e épisode, c'est sûr, parce que sinon, on est parti sur un fleuve. Cyril, est-ce que tu veux quand même rajouter quelque chose ? En fait, tu sais, t'as parlé de gestion du temps au début de l'épisode. Tu vois, si ça se trouve, certains de tes auditeurs attendent une réponse depuis 1 heure et se disent, mais du coup, s'il faut attendre la saison 2. Et puis, t'as raison, c'est vrai. On a dit qu'on en parlait, on va en parler parce que, mine de rien, et puis c'est pas grave si l'épisode il sera plus long, on fait ce qu'on veut. Si t'as encore du temps, Non, mais c'est pas grave, on va. Justement. Ouais, parce qu'il y avait ça aussi quand même. C'est justement le sujet. C'est que, en fait, le temps, il y a peut-être une première règle, et c'est une première règle dont on parle souvent avec Nathan, justement. C'est de se dire que finalement, pour un projet, le projet, il dure le temps qu'on lui alloue.
Et ça, c'est une règle qui est géniale et qui marche vraiment pour tout. C'est que si on n'a que 2 heures pour faire un projet, le projet, il durera 2 heures dans la qualité qu'il est sur 2 heures. Si on a une semaine de temps, il durera une semaine, etc., etc., etc. C'est vraiment mon premier principe quand je mets en place des nouveaux projets. Tu sais, souvent on me dit ah mais comment tu fais avec tous les projets que t'as, etc. En fait, je m'alloue du temps par rapport à un projet. Et ça marche en fait. On s'alloue le temps, et bien le temps qu'on a, on fait avec le temps qu'on a et ça donne le résultat que ça donne. Et ça marche tout le temps. Ça c'est vraiment peut-être le premier point. Et puis le deuxième point qui est peut-être beaucoup plus personnel, en fait j'ai arrêté dans la mesure du possible de bosser le soir et le week-end. Période fiscale compris, je précise. Et parce que j'ai aussi une activité d'expert comptable, donc je sais qu'il y a une période fiscale à un moment dans l'année. Et ça, tu vois, alors sauf exception qui peut arriver, évidemment, il y a un truc, il y a un machin, il y a un événement où il faut absolument échanger le soir, il y a un besoin super important pour un client et donc il faut vraiment le faire le lendemain et vraiment la personne n'a pas pu anticiper, donc vraiment on est là pour l'aider à ce moment-là. Évidemment, on est là le soir, le week-end, peu importe quand, évidemment. Mais sur le planning, il y a plus de trucs soir et week-end. Et du coup, ça a amené un effet secondaire qui est en fait d'amener non pas un planning sur 1 mois, sur 3 mois, mais moi, à titre personnel, sur 1 an. C'est-à-dire que là, mon planning aujourd'hui, j'ai des trucs qui sont mis pour fin août 2024. Bon, OK. Et ça aussi, tu vois, on parlait un peu des trucs un peu choquants du début. Ça m'a un peu choqué au début. Ça m'a un peu choqué de me dire: «Mais mais attends, mais» et puis d'appeler les gens, dire: «Bah non, en fait, ma prochaine dispo, c'est en mars 2024». Ah oui, on est en août 2023, pardon, pendant l'enregistrement. Ouais, c'est important de le préciser. Ouais. Mais t'as raison, pour avoir la temporalité, ouais, c'est vrai. Oui, c'est bon, c'est dans 2 semaines, mars 2024. Oui, d'accord, oui, non, mais non, pas du tout. Je viens de le dire en mettant des temporalités. C'est vrai que c'est important, du coup, de dire qu'on est en août 2023. Mais tu l'as dit qu'on était à la rentrée, du coup, on est encore tout beau et tout bronzé, c'est vrai. Et donc, du coup, de se dire, en fait, voilà, je me projette à 12 mois, c'est OK, en fait. C'est hyper OK de faire ça. Perso, je trouve que c'est dur. J'en suis arrivé là. J'ai eu le même sujet organisation en devenant père et j'ai dû me réorganiser. J'ai encore un peu de mal à m'organiser et donc je me suis retrouvé dans cette situation à donner des rendez-vous à 3 mois. Je me suis arrêté à 3 mois et j'ai encore un peu de mal. Comment t'as fait? Déjà, c'est de l'assumer. C'est un peu comme passer de 10 à 4 collaborateurs. Tu vois, c'est un peu violent au début, mais au final, c'est pour un monde meilleur. Tu vois, je me serais dit, ça m'aurait pas apporté de bien-être à la fin. Du coup, j'aurais arrêté et j'aurais refait ce que je préfère. Donc, c'est vraiment de ressentir. Et pour chaque action, je vais répondre peut-être de manière beaucoup plus globale. C'est pour chaque action, on se dit, mais oulala, ça crée quand même un gros changement dans mon organisation ou dans mon être intérieur, ou etc. Je dis, bon, OK, j'essaye. Et puis, si ça déconne, je peux revenir dans la situation d'avant. Ça change rien. Il y aura juste un effet de quelques mois ou quelques semaines de réadaptation, mais c'est pas grave. Donc, je pense que c'est important dès qu'on se dit qu'on va avoir des changements un peu significatifs et surtout qu'on les décide soi-même. C'est ça qui est quelque part hyper valorisant. C'est pas comme s'il y avait une loi qui nous tombait sur la gueule et qu'on se dit tiens, il faut le faire, c'est obligatoire. Là, des fois, c'est un peu dur. Là, on se le donne soi-même. On se l'impose soi-même. Et si on a déconné, c'est pas grave. En tout cas, personne l'a vraiment vu, à part les personnes à qui j'ai dit que je suis dispo dans 1 an. Mais bon, quelque part, ça fonctionne bien aussi. Ah bon, Cyril, il est pas dispo dans 1 an. Oui, OK, il a un planning de ministre, mais malheureusement, il a pas la rémunération qui va avec. Mais bon, voilà. Et donc, du coup, on le voit dans 1 an. Et puis ça se fera très bien comme ça. Et tu vois, pour cette histoire de 1 an, là, ça permet aussi d'être un peu plus flexible pour d'autres sujets qui étaient pas prévus. Et je parle notamment des sujets plus personnels. Tu vois? À une époque, tu vois, le planning était tellement blindé sur 1 à 3 mois que le temps pour un pauvre dîner, c'est mort. Tu vois? C'est mort et non, pas de dîner, rien, etc. Alors, c'est vraiment un axe d'amélioration pour moi, ça, tu vois, pour les prochains mois. Si certains de mes amis m'écoutent et me disent ouais Cyril, en fait, t'as dit ça, mais c'est toujours très compliqué d'organiser un dîner. Oui, je sais, désolé, désolé, je le sais. Et c'est pas à moi que ça fait plaisir, hein, vraiment de repousser des dîners, et de prévoir des dîners comme je prévois des rendez-vous pro. Mais tu vois, le fait de pousser les choses là et de pas blinder le planning et d'assumer, de se dire voilà, c'est dans 6 mois, c'est dans 9 mois, c'est dans 1 an. OK, en fait.
c'est ok et c'est pas grave en fait, ça peut se faire comme ça. Et donc du coup, pour répondre à ta question de comment je fais pour l'avoir assumé, c'est de me dire en fait aujourd'hui je suis mieux que avant où je courais tout le temps après le temps. Ok, je vais tester. Prochain rendez-vous de la personne qui m'écrit, c'est dans un an. Je ferme mon calendrier. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que pourtant c'est des choses que je pense savoir et sur lesquelles je travaille, mais au moment où j'envoie le message, désolé, j'ai pas de dispo avant. C'était, on va dire, allez, avril, mai, juin, ça a été extrêmement chargé. Et je disais, j'ai pas de rendez-vous avant septembre. J'avais un peu de mal à l'assumer, alors qu'en fait, t'as raison. C'est juste une question de recul. Et puis les personnes à titre professionnel qui ont vraiment envie de bénéficier de ton service et de tes compétences, etc., eh bien, peuvent attendre quelque part. Oui, dans tous les cas, ça, pour le coup, sur la partie lancement de nouvelles missions, c'est quelque chose que j'ai totalement accepté. Il n'y a pas d'urgence. On parle de sujets de fond dans ce qu'on fait. Donc, la personne qui est trop pressée, je vais même te dire, c'est quasi un warning. Je suis bien d'accord avec toi. Ça, c'est un vrai conseil. Quelqu'un qui dit j'ai besoin de vous demain, je dis ah non, en fait, je suis pas dispo demain. Et même si je suis dispo, je suis pas dispo. C'est pas de la veille pour le lendemain qu'on appelle pour un sujet qui clairement était existant. Donc c'est soit qu'il y a eu un problème avec d'autres avant, ou donc ça fait partie de la sélection aussi quelque part. Je dis pas que je fais exprès de proposer des rendez-vous. Évidemment, ça peut m'arriver de donner des rendez-vous beaucoup plus rapidement que ça. Si je sens qu'il y a ouais, mais c'était hyper urgent, machin, ouais, ok, tant pis alors. Je suis pas en mesure. Ça, c'est du tips d'organisation. Ça, c'est du tips de gestion de temps. Parce qu'avec tout ce que tu fais, ok, donc c'est ça le secret. Ouais, et au final, il y a des projets là qu'on imagine sur 12 mois. Un autre truc, et ce sera peut-être le dernier des derniers. Tu vois, je suis en train de penser aux auditeurs qui disent putain, ça y est, c'est le dernier. Ah bah non, en fait, non. En fait, il y en a encore un. Ça ne s'arrête pas. Restez jusqu'au bout. Et ouais, mais ce qui est bien, c'est que les auditeurs, ils voient le temps final, alors que nous, non. Ouais, exactement. Donc ils savent en fait. Tu vois, ils disent ouais, c'est le dernier. Attends, il reste une demi-heure. Ouais, exact. Ah, c'est vrai que t'as raison. Oui, ça, ouais, c'est vrai. Vas-y, le dernier. Allez, cette fois, c'est le vrai dernier. C'est le vrai dernier, c'est que de cet épisode. Et ouais. Comme ça, je me laisse la porte ouverte pour un deuxième épisode. Mais carrément, parce qu'on aurait pu raconter plein de trucs sur chacun des points à chaque fois. Bah ouais, à chaque fois. Tu vois, moi, un de mes objectifs, et alors c'est ce que j'ai écrit dans un de mes derniers posts. Tu vois, j'ai fêté mes 39 ans il y a pas bien longtemps, et je suis en train de préparer mes années 40 aujourd'hui. Et j'aime bien, tu vois, à 29 ans, j'avais préparé mes années 30. Il y a des choses qui sont passées comme prévu, des choses pas du tout. Évidemment, j'avais pas prévu de faire un podcast, de faire un concours d'éloquence, et ces trucs-là. Évidemment, j'avais pas du tout imaginé ça. Mais c'est super. Évidemment, je reste ouvert à plein de nouveaux projets. Mais c'est aussi de s'imaginer à horizon 10 ans, eh bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'aller, c'est quoi les mindsets que j'ai envie de développer, etc. Et tu vois, clairement, l'objectif que j'ai déjà commencé là, ces derniers temps, c'est de faire des projets avec des copains. Et ça, c'est vraiment peut-être une des plus belles choses qui m'est arrivée dans ces dernières années, c'est d'assumer à fond de travailler avec des copains. J'ai commencé assez vite dans les premières années et j'ai vraiment continué. Et puis là, on le voit sur les derniers projets, tu vois, je travaille vraiment avec des gens, des copains / des personnes en qui j'ai une admiration incroyable. Je pense à Didier et Frédéric notamment, à Nathan évidemment, tous ces derniers projets des derniers mois, des dernières années. Je pense que c'est important de se dire qu'en fait, un projet, c'est aussi l'aventure qu'on va vivre avec quelqu'un. Moi, j'ai envie de dire, faut pas avoir peur de bosser avec des copains, faut pas avoir peur de bosser avec des gens de son environnement familial. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on les côtoie beaucoup plus, on les voit beaucoup plus, on échange beaucoup plus, on mange des salades à 20 € beaucoup plus, et ça, c'est trop cool. Et le fait de bosser avec des gens qu'on aime, avec des gens qu'on apprécie, c'est une qualité, c'est quelque chose que je conseille vraiment à tout le monde. Et c'est notamment le plaisir qu'on a, et je pense et j'espère que ça s'est entendu notamment dans l'épisode, c'est que on est trop content en fait de se voir, de se parler, d'échanger ensemble. À chaque fois, c'est super, et ça contribue justement au bien-être et peut-être globalement à notre attractivité alors. Je drop le mic sur cette phrase de fin. Cyril, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Eh bien, on peut me retrouver sur LinkedIn, donc à mon nom, Cyril de Grillard. On me retrouve aussi sur Instagram, donc c'est juste mon nom de famille, c'est @degrillard. Voilà, je pense que c'est les 2 axes principaux, sur lesquels, on peut me contacter. Alors je suis un peu spammé, alors désolé, si je réponds pas tout de suite, mais néanmoins c'est les deux axes, Les 2 canaux. les 2 canaux, voilà, sur lesquels, je suis, le plus présent. Bah écoute, magnifique. Merci encore pour ton temps. Bah écoute, pour être franc, déjà désolé d'avoir dérapé sur le timing parce que j'ai totalement dérapé. J'aurais dû me douter qu'à échanger ensemble, on allait sortir du temps imparti. Je suis Et encore, on n'a pas déroulé toutes les expériences qu'on a en commun. Ouais, on n'a pas ouvert, mais écoute, franchement, ça fera l'objet, c'est sûr. Je vais réfléchir. Ça fera l'objet de quelque chose. Allez, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'espère que ça s'est entendu. Un grand plaisir, comme d'habitude. En plus, en épisode de reprise comme ça, de retour des vacances, bah, j'ai pris mon boost d'énergie. Voilà. Et bah pareil. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu fais aussi pour la profession. Ça fait du bien. Tu fais partie des figures qu'on voit, qu'on entend et qui amènent ce fameux booster d'énergie. Voilà, quand on voit un post, quand on voit une vidéo de vlog comme tu as pu faire notamment à la Kuntex, etc. Tu dis, tiens, ça fait du bien. Quoi. Tu dis, t'arrives là le matin, tu dis, allez, c'est cool. La journée se passe finalement pas si mal que ça. Ah, voilà, tu m'as fait rougir. Avec plaisir. Merci beaucoup Cyril. Merci à tous d'être encore avec nous. Si vous êtes ici, bah, j'espère que l'épisode vous a plu. S'il vous a plu, c'est logique. C'est qu'il faut le partager. Partagez-le au plus grand nombre. Écoutez aussi le podcast de Cyril et Nathan qui est génial, qui donne des voix où on entend des parcours différents, des expériences différentes. Et c'est comme ça qu'on se nourrit, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on fait grandir nos organisations. C'est comme ça qu'on grandit nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on est plus heureux parce que le but, à la finale, c'est quand même d'être plus heureux et de prendre de plus en plus de plaisir dans ce qu'on fait au quotidien pour nous, pour nos équipes, pour notre écosystème, avoir un impact positif. Voilà le kiff que je viens de prendre aujourd'hui en tout cas. Et donc si ça vous a plu, partagez-le au plus grand nombre. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde et encore merci Cyril. Merci à toi.